congolaises sont de tout. Passons au détail. Je l'ai dit tantôt, l'évaluation du processus de Luanda, notamment la mise en œuvre effective du cessez-le-feu par le Rwanda et la RDC, sujet au centre de l'entretien qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, Joao Lourenço. D'autres détails dans ce reportage. Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ses homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne. Joao Lourenço, président de la République d'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaude poignée de main, Félix Tshisekedi et Joao Lourenço se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine de minutes, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuels tant au niveau régional qu'international a été fait. Le président Tshisekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola. Thérèse Kaikwamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez-le-feu entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc tel que décidé lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant le soutien de la MONUSCO à la force SAMI RDC et exhortent encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement définitif de la paix dans la partie orientale. Et au terme de sa visite de travail de quelques heures, Joao Lourenço a remercié son homologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour. Victorieux lors de son combat de boxe le 3 août dernier à Los Angeles contre l'Américain Jared Anderson, le champion Martin Bakoli a été reçu ce lundi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a félicité le boxeur congolais, une fierté nationale. In the heavyweight division. Those are hard shots to the belly. Oh, left hook. Oh, and a right hand. And all of a sudden, Anderson is down for the first time in his career. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bakoli a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému, les boxeurs congolais s'exprimant en lingala a remercié l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Merci. Et Ami Balé, le président, le ministre des Sports, pour nous vraiment accueilli, vraiment depuis la combat minene, organisé qui ont vraiment bien. Merci à la première ministre pour l'appui pour ceux qui étaient et nous salé maté. Tout cela na mokonzi, ya liboso na eza esengo. Ayamba kinga yende mutabeng singa pona ko féliciter nga et puis kolakisa na mokili mobimba ke komba etamaki na Congo nazana soutien mboka nanga.
Accompagné de son staff technique, mais aussi de sa petite famille, Martin Bakolé a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après, c'est une félicitation et il y a eu courage à continuer à changer de nationalité. On a toujours congolais et Congo est soutenu les Congolais. Et la prochaine étape? Pendant 2-3 semaines, nous avons un rendez-vous. Bakolé est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. And new WBO International and NABF Heavyweight Champion, Martin Bakolé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également signé aujourd'hui quelques ordonnances sur la lecture avec la porte-parole Tina Salama. On l'écoute. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 24/073 du 9 août 2024 portant création d'un département au sein de l'Agence nationale de renseignement, ANER, en sigle. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, vu le décret loi numéro 003/203 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle, spécialement son article 10 alinéa 2, considérant la nécessité de créer au sein de l'Agence nationale de renseignement un département d'intelligence économique et financière pour permettre sa participation active à la réalisation de la croissance économique pour le développement intégral du pays, vu l'urgence, ordonne. Article 1er, il est créé au sein de l'Agence nationale de renseignement un 4e département dénommé département d'intelligence économique et financière, DIEF en sigle. Article 2, le département d'intelligence économique et financière a pour assignation notamment la recherche, l'investigation, l'enquête, la collecte, l'exploitation, l'interprétation, la diffusion et le suivi des renseignements économiques, financiers, numériques et technologiques intéressant la sûreté de l'État, tant sur le plan national qu'international, ainsi que la vérification, la contre-vérification et le contrôle de gestion de l'utilisation des deniers publics. Également la surveillance et la police des secteurs de l'énergie, des télécommunications, des nouvelles télécommunications, des nouvelles technologies de l'information et du cyberespace, l'homologation sécuritaire des matériels, des équipements, des réseaux et des technologies du secteur des télécommunications et des réseaux et des technologies de l'information et de la communication, la surveillance, et le contrôle des activités économiques, financières, fiscales, parafiscales, non fiscales, bancaires et non bancaires, pour garantir les intérêts vitaux de la nation conformément aux lois et règlements, la certification de l'identification des abonnés des opérateurs de téléphonie, la surveillance des flux, des capitaux, des transactions des institutions bancaires et non bancaires, des messageries financières, des paiements mobiles et des monnaies virtuelles, ainsi que des assurances et des réassurances. Également, la surveillance de la gestion des ressources naturelles, la surveillance de l'exploitation et de la gestion des produits pharmaceutiques et scientifiques, ainsi que les suivis d'autres produits stratégiques, entre autres. Enfin, la recherche, la facilitation, la protection, l'implantation et l'accompagnement des investissements en République démocratique du Congo. Article 3, le département d'intelligence économique et financière est doté d'une administration centrale qui comprend 1. La direction des renseignements économiques, 2.
la direction des investissements, des investigations et de la lutte contre des fraudes et autres crimes économiques. 3. La direction des études et planification économique et financière. Article 4. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 9 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 9 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/074 du 12 août 2024 portant nomination d'un administrateur général adjoint et des administrateurs principaux chefs de département de l'Agence nationale des renseignements, en sigle ANR. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services de l'État, spécialement ses articles 4, 5, 17 et 19, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2003 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-2, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 24/038 du 24 mai 2024 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, spécialement son article 2, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ordonne. Article 1er est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, messieurs Kalambai Mpoy Joseph. Article 2, sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après, messieurs Mweze Kirembe, lui, administrateur principal, chef de département service intérieur, messieurs Nyembo Tumba Augustin, administrateur principal, chef du département service extérieur, messieurs Mambabwa Zéro Philémon, administrateur principal, chef du département d'appui, messieurs Kabuya Mulumba Alex, administrateur principal, chef du département de l'intelligence économique et financière. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Souminoa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 12 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Nous vous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal, l'élection du bureau définitif du Sénat. Les membres de ce bureau sont connus. La présidence du Sénat désormais assurée par Jean-Michel Samalou Konde Kenge, élu avec 84 voix contre 9 pour son adversaire Jonas Moutamba. Ainsi, le Premier ministre honoraire en place au perchoir du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, désormais deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Regardez. Honorable Samalou Konde Kenge Jean-Michel, 84 voix. En conséquence, l'honorable Samalou Konde Jean-Michel, ayant obtenu 84 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés et tenus.
Le sénateur Jean-Michel Samalukonde est élu président de la Chambre haute du Parlement à l'issue de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat qui a eu lieu ce lundi 12 août 2024. Sur 95 voix de suffrage valablement exprimées, Samalukonde a obtenu 84 voix devant les sénateurs Munkambaka Diatanzemba qui n'en aura obtenu que 9. Cette élection de Samalukonde au Sénat met fin à un long périple parsemé de plusieurs embûches. C'est donc un motif de soulagement et de satisfaction pour les candidats qui déplaçaient son mandat à la tête du Sénat sous les signes de l'unité, la paix et la cohésion, selon la vision du chef de l'État pour un Sénat efficace, moderne et accessible, comme il l'a souligné dans son discours de campagne. Ma vision est de faire rayonner au sein du Sénat une culture de participation de l'apport individuel de plus en plus efficace, une culture d'expression libre, afin de lui faire jouer pleinement son rôle de chambre des sages, des garants de l'équilibre du pouvoir, de l'administration et des provinces. Réputé dans l'opinion comme un homme épris de paix avec une probité morale qui n'est plus à démontrer, Samalukonde veut instaurer au sein du Sénat une culture de participation. Cet engagement ne peut être possible qu'en établissant une bonne collaboration avec les honorables sénateurs, les services administratifs, les services techniques des DAPOI ainsi que des échanges permanents avec les autres institutions de la République. Le nouveau président du Sénat avait aussi insisté sur la nécessité de préserver l'unité et la paix de tous derrière le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons justice à présent. Le rêve rattrape peu à peu la réalité et les conditions de détention dans la prison centrale de Makala s'améliorent. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a remis un lot important des matelas aux détenus et plus de 500 autres ont bénéficié d'une liberté provisoire. Dans la suite, Constant Moutamba a échangé avec les gestionnaires de la société Kobil. Cédric Kenina nous en parle. Des images qu'on voit très peu ou encore rarement. 3000 matelas sur le 7000 prévus au profit de la population carcérale de la célèbre prison de Makala. L'objectif est d'améliorer les conditions de détention. Et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, tient à rendre vivables ces milieux carcérales. Au-delà de tout, 527 détenus ont été remis en liberté provisoire. Le but est de désengorger cette prison qui croule sous le poids d'un fardeau, celui de la surpopulation carcérale. C'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement de deniers publics, à ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Conduite par son président de conseil d'administration, Jean-Thierry Moussenepo, les mandataires de l'entreprise publique Kobil SA ont échangé avec les gardes des Sceaux. Des échanges qui ont tourné autour de plusieurs sujets, notamment la spoliation de certains espaces des Kobil, mais aussi certains jugements rendus en défaveur de cette entreprise d'une manière intentionnelle. Dieu merci, nous avons rencontré un homme qui sait ce qu'il fait, qui incarne réellement la vision du chef de l'État en ce qui concerne les réformes pour la justice, qui nous a promis que si Kobil a raison, eh ben nous allons avoir raison au niveau des cours et tribunaux. Un travail qui va se poursuivre. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a promis d'y veiller. L'implication de tous les jeunes dans le processus de paix durable en République démocratique du Congo, c'est l'essentiel du message de la ministre de la Jeunesse, éveil patriotique aux jeunes congolais à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce lundi 12 août 2024. On l'écoute. L'éveil de la jeunesse congolaise dans le processus de paix et pour le développement durable en République démocratique du Congo est le thème de réflexion que la RDC s'est choisi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale dédiée à la jeunesse en interne. Considérée comme l'avenir du pays, cette tranche de la population a l'obligation de se mettre à des tranches de développement en passant par les changements de mentalité.
en s'inscrivant dans la logique de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre de la Jeunesse et des Veilles patriotiques, Noëlla Ayeganagato, a tenu à rappeler les préoccupations suivantes. Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Je crois fermement que nous avons le talent, les aptitudes et la résilience nécessaires pour impacter positivement notre présent et notre futur. Dans les contextes actuels dominés par l'insécurité à l'Est, quoi de plus normal, la ministre de la Jeunesse et de Veille patriotique se saisisse de cette opportunité pour rendre un hommage très appuyé au chef de l'État et à la première ministre. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage, et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka. En nous rappelant que la jeunesse congolaise constitue 65% de la population, il est impératif que notre pays s'appuie sur ses capitals humains pour booster son développement socio-économique. La directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Nyembo, elle a organisé une session de formation à l'intention des directeurs, chefs de département, les membres de son cabinet et la délégation syndicale de la RTNC. Objectif, élaborer un manuel de procédure de travail pour les ressources humaines de la RTNC. Nadine Yango. Dans la recherche de l'efficacité et de la performance, la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue, a convoqué les directeurs chefs de département, son cabinet de travail et la délégation syndicale. Question de réfléchir sur la production des manuels de procédure de la radio-télévision nationale congolaise. Ce sont des documents qui vont servir des balises à la gestion des ressources humaines ainsi que de la production. Il était important que nous puissions à ce jour élaborer un nouveau manuel. C'est pour faciliter l'exécution des tâches, donc pour que les agents comprennent ou sachent ce qu'ils doivent faire par rapport à une situation donnée. Et au niveau de la direction des ressources humaines, c'est un outil de gestion important, n'est-ce pas, qui détermine des normes de fonctionnement, donc la gestion des ressources humaines. Ces manuels doivent nécessairement permettre à celui qui gère comment il peut procéder quand il s'agit de l'engagement, quand il s'agit nécessairement des gens qui doivent aller en retraite, quand il s'agit des gens qui doivent aller en congé, quand il s'agit quand même de gens qui doivent être punis, vous comprenez? Alors il faut mettre un document sur lequel il doit référer pour éviter les arbitraires. Il y a les textes qui régissent l'établissement qui existe. Maintenant, la matérialisation dans les actes, n'est-ce pas, que posent les responsables ou les gestionnaires de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle manuel de procédure. Les mécanismes par lesquels, par exemple, les gestionnaires des ressources humaines, ils gèrent les recrutements, ils passent par quelle procédure, la gestion des carrières, il faut passer par quelle procédure, comment il faut recruter, quelle est la procédure à suivre, la procédure pour la mise à la retraite. C'est cette directive-là que nous sommes en train d'analyser ici à l'ICA. Cette session sera consacrée à analyser 3 modules, à savoir les manuels de procédure des ressources humaines, les manuels de gestion financière et les cadres organiques de la radio-télévision nationale congolaise. Dans l'actualité également, filtre l'ouverture ce lundi des travaux du séminaire de formation sur la structuration et la modélisation financière en projet d'infrastructure en partenariat public-privé. D'autres détails avec Jacques Abouabassédouga.
Pour le deuxième module de ce séminaire de formation, il s'agissait particulièrement d'aborder de manière rationnelle les principes fondamentaux et l'introduction à la structuration des projets d'infrastructure en partenariat public-privé. Aujourd'hui, la gestion des projets qui concernent les partenariats publics-privés nécessite une connaissance très pointue dans le traitement des dossiers. Et nous avons déjà, nous, dans un premier temps, commencé à recevoir des demandes d'avis de conformité et on constate qu'il y a beaucoup de faiblesses dans les dossiers qui nous sont soumis. Et je crois que ce genre de formations sont nécessaires et utiles. Et notre mission, c'est une mission de conseil. C'est l'accompagnement, la formation continue, parce que les projets d'envergure qui concernent les partenariats publics-privés nécessitent également aussi une connaissance très pointue en ce qui concerne les analyses financières, les évaluations pour s'assurer que quand on va dans un partenariat public-privé, on s'assure qu'il y a rentabilité également dans ces différents projets. Le renforcement des capacités du capital humain est aussi indispensable pour réussir le pari de bon montage des projets d'infrastructure. Et notre rôle qui est d'accompagner le gouvernement dans ses missions, il faut que nous puissions renforcer les capitaux humains nécessaires pour permettre à la RDC de pouvoir faire face à ces montages de projets en partenariat public-privé. In fine, les bénéficiaires seront en mesure de maîtriser parfaitement la modélisation des projets d'infrastructure en partenariat public-privé. Les opportunités d'investissement au centre d'une réunion d'information, les combattants de l'église Cité de Triomphe ont été sensibilisés par le coach sur le bien fondé d'investir aux USA. Ce qui est en train de se passer. C'est au cours d'une réunion d'information organisée au siège de l'église Cité des Triomphes que le master coach Raphaël Djiné a expliqué aux fidèles combattants l'évolution des travaux de construction de leur cité à Dallas, dans l'État du Texas. C'est un vaste chantier facilité et exécuté par cet entrepreneur à succès et son entreprise immobilière Dispensation Investment Group sous le leadership du représentant légal Alain Gabriel Olangui, qui tient à matérialiser la vision du couple Olangui, qui est celle de tendre le ministère partout dans le monde. On a fait des visites de beaucoup de sites, ce qui a scellé et puis un autre site. En passant, nous sommes en train de penser comment moderniser, construire cela. Parce que le monde, on ira vers le monde et le monde viendra aussi vers nous. Nous devons basculer cela vers les chrétiens pour faciliter la transition de la location à être propriétaire, sans toutefois aller débourser assez d'argent, surtout s'il n'y en a pas. Organisé par le représentant légal et président de la Fondation Olangui Osho, le pasteur Alain Gabriel Olangui, cette réunion d'information a permis au master coach Raphaël Djiné, premièrement, de reconnaître le travail abattu par ces ministères et expliquer en détail l'évolution du projet de construction de la base auxiliaire des combattants de Dallas dans l'État du Texas. Tous les inspecteurs provinciaux de la RDC sont en travaux d'évaluation à Kinkole pour améliorer une rentrée apaisée 2024-2025. C'est la ministre d'État Raissa Malou, accompagnée de son vice-ministre à l'Éducation nationale, a lancé ses assises. Anastasie Dumbo pour le commentaire. Les sites touristiques village Ayongo, quartier Kinkole, abritent les travaux du 12 au 17 août de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2023-2024, avec comme thème les missions de l'inspection scolaire, clés de l'éducation et levier du développement socio-économique. Lancé par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, qui dans son mot d'ouverture a souligné l'importance pour chacun des inspecteurs à tous ces échelons de s'approprier pleinement des objectifs définis par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Votre rôle est de tracer le chemin vers des initiatives significatives qui se traduiront par des résultats concrets. Il est attendu de vous que vous surmontiez les obstacles et que vous proposiez des recommandations techniques, constructives et pertinentes en adéquation avec le thème qui a été choisi. L'inspecteur général Jacques Odiamou Sungay
a recommandé à la conscience et à la fluidité aux participants lors de ces travaux. Bien avant cela, il a eu les mots à l'endroit du vice-ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoundro, également produit du corps des inspecteurs. Je souhaite que la rentrée soit apaisée. Apaisée, c'est-à-dire du côté de l'inspection. Surtout, on se prépare à améliorer les programmes d'enseignement. Il faudrait y revenir. Ce que nous donnons à nos apprenants, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Au terme de cet atelier de 6 jours, sous les regards de la ministre d'État, sortiront des propositions concrètes pour baliser les chemins de l'année scolaire 2024-2025 qui pointent à l'horizon. La vice-ministre des Finances et présidente de l'ONG CEDED, élue d'Inongo Neige Ntsele, a communié avec ses électeurs de Maïndombe à l'occasion. Elle a offert plus de 4300 kits scolaires aux élèves du secteur de Basengele, Bolia et Inongo. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, a dit Nelson Mandela. C'est armée de cette maxime que la présidente de l'ONG CEDED, Son Excellence Madame la vice-ministre des Finances, Oneige Ntsele Mimpa et son équipe ont mis les caps vers Inongo dans le Maïndombe en ces débuts du mois d'août. Depuis Lokanga, Panza Ntelenge, où elle s'est personnellement rendue, l'élu de la circonscription électorale des Inongo tenait à soulager un tant soit peu les parents à l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025. Pour ces faire, elle a procédé à la distribution de plus de 4300 kits scolaires qui comprenaient des uniformes, des cartables, des cahiers et stylos pour ne citer que cela. Dans ces mamellons, il a également été prévu du matériel didactique et autres facilités aux écoles pour la bonne reprise des cours par nos braves enseignants, en dépit de nombreuses difficultés. Rappelons que le président de la République et chef de l'État a mis en vigueur la gratuité de l'enseignement qui a permis les retours sur les bancs de l'école de nombreux enfants et en particulier des filles. La joie des écoliers et élèves, premiers bénéficiaires de ces dons, est manifeste et palpable, suscitant en eux des rêves des futurs dirigeants dont ces pays a fortement besoin. L'élu des Inongo, son Excellence Oneige Ntsele, a remercié ses frères et sœurs d'Inongo sur les choix portés sur sa modeste personne le 20 décembre 2023 comme députée nationale. Ainsi, elle en appelle à l'implication de toutes et tous à travailler ensemble pour le développement du territoire et de notre pays, la République démocratique du Congo. Nakomi molobeli nabino officiel. L'usine Varune Bevergage, production des boissons gazeuses située dans la zone économique spéciale de Maluku, sera bientôt inaugurée à Kinshasa. Cette industrie va lutter contre le chômage et la pollution de l'environnement. Emenda et Camille Joké ont signé ce reportage. Cette usine située dans la zone économique spéciale des Maluku est une véritable industrie. Varune Beverage RDC produit 33 000 bouteilles de boissons gazeuses par heure dans l'observance stricte de conditions d'hygiène et environnementales, dès la salle de traitement d'eau extrait de forage en passant par les laboratoires ultramodernes jusqu'à l'embouteillage. Tout ceci répond aux standards mondialement reconnus et la qualité est au rendez-vous. Cette usine génère au finish plusieurs emplois directs et indirects, de quoi juguler le chômage dans la ville de Kinshasa. Les produits Pepsi ne sont pas officiellement sur le marché. Nous avons en ce moment 2 lignes de production et la capacité actuelle de production est de 1 200 000 bouteilles par jour. Dans la première phase, nous aurons environ 1000 emplois directs et indirects. Et quand nous serons à la fin du projet, nous pourrons créer facilement 10 000 emplois directs et indirects. Comme notre slogan le dit si bien, Elenga Pepsi, Lokumia RDC, le Pepsi qui sortira de cette usine, ce qui est une fierté, produit par des citoyens congolais, et le même Pepsi que vous pourrez boire à New York, en Belgique ou dans n'importe quel pays au monde. Compte tenu de sa production abondante, l'usine est appelée dans les jours à venir
à exporter ses produits au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. La zone économique spéciale des Maluku constitue une véritable plateforme pour l'essor de l'économie nationale. L'usine Varun Beverage, une représentation de Pepsi, est un ouvrage qui participe à la réindustrialisation de la République démocratique du Congo. Former une armée verte, forte et disciplinée, c'est le cheval de bataille du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire pour lutter contre les importations et mettre fin à l'insécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire national. L'ingénieur Grégoire Mouchaï Moutombe a fait le tour des quelques sites de Kinshasa pour sensibiliser la population à adhérer à cette armée verte pour créer des emplois. Le point avec Marie Kalong. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire veut former une armée verte, forte et disciplinée pour lutter contre les importations et mettre fin à l'insécurité alimentaire. Ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe a pour ce faire effectué une visite d'inspection au site agricole de Kingabwangwele et au Centre national de vulgarisation agricole de Njili-Sekomaf, où il a sensibilisé la population et surtout la jeunesse au travail des champs, tout en les promettant son accompagnement pour venger le sol sur le sous-sol afin de créer des richesses. Il ne faut pas tout vendre, Nous ne devons pas attendre que le riz, le maïs et autres produits proviennent de l'extérieur. Nous ne mangeons pas le cobalt, ni les diamants, moins encore le coltan. J'ai besoin d'une armée verte, forte, même de 10 millions d'habitants seulement pour vaincre la famine. Toujours dans cette itinérance, le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire a visité les entrepôts où sont stockés les différents matériels aratoires. Ici, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe a lancé un message fort à ses semblables, les ingénieurs agronomes, de se remettre au travail. Je suis venu travailler. Tout agronome connaît son échelle. Je veux que chacun retourne au travail. Je le dis lors de la remise et reprise, tout agronome doit avoir la vocation comme les médecins et les autres. Il l'a dit, le ministère de l'Agriculture est un ministère à défi. Le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, lance un appel à tous les Congolais qui placent leur fortune dans les banques à se lancer dans l'agriculture qui offre plusieurs opportunités. Avec les 80 millions d'hectares de terres arables dont dispose la RDC. Après la grande ronde des stations de transfert des déchets ainsi que la visite de la décharge finale de Mpassa qu'il a effectuée le week-end dernier, eh bien, le gouverneur de la ville de Kinshasa a donné le coup d'envoi de l'opération coup de poing visant plutôt l'assainissement de Kinshasa. Edi Tchala. Dans la nuit du samedi au dimanche, l'opération coup de poing a été enfin lancée. Ce grand coup de balai dont Kinshasa avait autant besoin va sortir la ville des poubelles dans lesquelles elle avait été jetée sans ménagement. Le gouverneur Daniel Boumba-Loubaki, qui avait pris soin d'associer toutes les forces vives à cette démarche, a personnellement balayé la chaussée. En tenue des balayeurs, parce qu'il est le premier d'entre eux, le gouverneur s'est entretenu avec ces messieurs et dames Kinshasa propres. Le discours de responsabilisation et d'appropriation que l'autorité urbaine a tenu rappelle son engagement de Kinshasa Zobonga, son programme de gouvernement, qui l'aligne sur les engagements du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi relatifs à l'assainissement des villes congolaises. Tout Kinois, dans sa vie de tous les jours, doit y participer par les bonnes pratiques. Au Kinshasa, il y en a plus de 3 420 000 tonnes de déchets. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est plus de 3 420 000 tonnes de déchets. Il faut d'abord ces coups de pouce avant de revenir au mécanisme normal d'évacuation de déchets. Après 30 ou 45 jours, nous évaluerons les résultats. Si nous, Kinois, ne travaillons pas pour la propreté de notre ville, personne ne le fera à notre place. Il y a chef de l'État dans le programme, il y a 2024-2028. À l'occasion de ces lancements, le gouvernement provincial dans son ensemble a porté le balai pour conjurer ces démons des immondices.
L'insalubrité dans la ville de Kinshasa sera vaincue avec l'expertise d'assainissement installée dans toutes les communes de la capitale. Et pour y parvenir, plusieurs jeunes ont suivi durant 3 jours une formation de renforcement de capacité sur l'assainissement. Rodé Panda pour la suite. Rendre Kinshasa salubre et plus propre qu'avant, c'est la détermination affichée par la structure d'assainissement Sako Bopeto qui veut associer les énergies, expertises et expériences de tous pour gagner ses paris. La formation de 3 jours à l'intention de plusieurs milliers de jeunes a pris en compte différents aspects additionnels sur comment rendre l'environnement sain qui favorise le développement, ce qui répond à la mission de Sako Bopeto. Ces jeunes, bien formés, sont appelés à devenir des gestionnaires de ces projets dans différents sites à travers les 24 communes. Cette formation vise le renforcement des capacités de participants. À la cérémonie de clôture, la directrice générale de Sako Bopeto, Madame Peggy Ngolela, a salué la présence de plusieurs autorités, notamment le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aux côtés du directeur de cabinet et représentant du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et du conseiller du chef de l'État en charge de l'environnement. Une façon de confirmer l'appui de cet organe délibérant de Kinshasa et de l'hôtel de ville à ces projets de grand intérêt pour la population quinoise. Elle a salué la bravoure marquée par les participants pour la réussite de ces projets d'assainissement. Ces 2 jours de formation signifient pour nous une grande avancée dans la concrétisation des objectifs nous assignés pour rendre sain notre environnement et le développement de ces derniers par les différents aspects additionnels de ce projet. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangopamba, a placé quelques mots d'encouragement. Nous travaillons d'un commun accord avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas commis une erreur d'accepter Lévi et Daniel pour l'accompagner dans sa mission. Monsieur Félicien, vous avez la bénédiction de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas facile d'organiser une structure comme celle-ci. En entrant ici, je sens que quelque chose va changer réellement. L'assainissement de la ville de Kinshasa n'est pas une affaire d'un individu, moins encore de Sako Bopeto. D'où les efforts de tous comptent pour relever ces défis. Autre chose, une résistance nationale face à la menace qui guette l'ensemble du pays suite à l'agression rwandaise et les autres groupes armés étrangers. Appel de tous les chefs coutumiers du Nord et du Sud Kivu. Déclaration faite à l'issue d'une réunion présidée à Bukavu par le vice-ministre des Affaires coutumières lors de son séjour dans cette partie du